Bonjour à tous. Du coup, je me présente pour démarrer très rapidement. Je suis le fondateur de Vertige Media. Euh, qui connaît Vertige Media dans la salle? Oh là, magnifique. Vertige Media, du coup, je ne sais pas si j'ai besoin de vous le décrire, mais du coup, c'est un média spécialisé dans l'escalade et on explore cette pratique sous toutes ses coutures et on s'intéresse en particulier sur tous ses impacts sur notre société. Aujourd'hui, j'avais prévu une intro un peu. On s'était mis d'accord avec mes invités pour que je fasse une petite blague en mode finalement parler de féminisme, est-ce que ça a vraiment du sens dans l'univers de l'escalade, etc. Et en fait, il y a 24 heures, j'ai reçu. Donc, il y a une fédération qui s'appelle la FSGT a recueilli des témoignages de VHS au sein du coup de la fédération, des clubs de la fédération. Et j'ai reçu le rapport d'enquête. Et en lisant le rapport d'enquête, je me suis dit, bah, tiens, j'avais jamais regardé les témoignages parce qu'on nous les envoyait. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire cette blague. En fait, en lisant les témoignages, je me suis dit, c'est un sujet qui est beaucoup trop sérieux pour pouvoir se permettre de faire ce genre de blague. Et donc, du coup, je suis moins bien préparé sur mon intro, mais du coup, le sujet du féminisme et escalade, donc casser les plafonds de verre, aujourd'hui, je pense que évidemment, c'est un sujet qui est clé dans le sujet de l'escalade, mais dans tous. Ce qu'on va explorer comme sujet avec nos invités, c'est justement, est-ce que l'escalade est aussi inclusive que ce qu'on voudrait nous faire croire? Comment est-ce que les acteurs et les actrices de ce milieu s'engagent pour répondre à ces défis? Et du coup, pourquoi est-ce qu'il existe aussi de nombreuses façons de s'impliquer, qu'on soit grimpeur, qu'on soit chercheur, qu'on soit militant, etc. Et donc, avant de laisser se présenter nos invités, je vous redis ce qui a été dit en intro, parce que les gens sont un peu arrivés au compte-gouttes, mais on prévoit une phase de 15-20 minutes. Moi, je vais être maître du temps de questions-réponses à la fin. Donc, pendant l'échange, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à commencer à vous les noter. On gardera le temps du coup à la fin pour pouvoir y répondre. Voilà. Écoutez, je vais vous donner la parole. Je vais commencer par toi, Caroline, parce que tu es à proximité immédiate de moi. Mais du coup, il n'y a aucun classement. Mais si tu peux commencer peut-être par te présenter. Et au-delà de juste dire qui tu es, moi, ça m'intéresserait que tout le monde soit bien au courant aussi, et ça vous concerne du coup toutes les trois, de expliquer aussi pourquoi vous êtes là sur ce sujet-là. Puisque tu as commencé en faisant la promo de ce que tu fais, je vais faire pareil. Moi, j'ai fondé Grimpeuse, qui est une association qui a bien grandi depuis, qui commençait par des événements féminins, enfin d'escalade, et qui fait maintenant un podcast, des stages, des sessions en ville, et toujours des événements. Voilà. Je suis pas juste grimpeuse, je suis aussi une grimpeuse professionnelle actuellement encore. Un pur produit de la fédération, parce que je suis passée par les équipes de France, dans les pôles France, équipe de France, Coupe du Monde, et après je me suis, ça c'est rigolo de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Je me suis professionnalisée à 25 ans, voilà. Donc, et je suis maman, j'ai 2 enfants de 3 et 6 ans. Merci, Caroline. Sophie. Alors, est-ce que le micro marche? Oui. Alors, moi, je m'appelle Sophie Berthe, j'ai 26 ans. Et par contre, au contraire de Caroline, je suis juste grimpeuse. C'est déjà pas mal. Mais je ne suis pas grimpeuse professionnelle. Mais par contre, j'évolue dans le monde de l'escalade depuis que je suis enfant, parce que je suis née dans une famille de grimpeurs. Et récemment, il y a quelques années, j'ai repris plus sérieusement l'escalade, après la pause études par laquelle beaucoup de gens passent. J'ai repris plus sérieusement l'escalade et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment profondément quelque chose qui me dérangeait. On va pouvoir en parler durant cette table ronde, du coup, mais pour répondre à ces choses qui me dérangeaient, j'ai du coup décidé de faire des actions féministes dans l'escalade. J'ai notamment fait l'action Ceci est un torse au Master of Fire de 2023. J'ai lancé un appel à témoignage Balance ton grimpeur l'année passée, qui était un appel à témoignage de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de l'escalade. Et de manière générale, je milite régulièrement sur mon compte Instagram. Et j'ai fait une petite action aussi tout à l'heure. Je ne sais pas si certains m'ont vu au milieu du salon, mais voilà, aussi une action pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Donc voilà pourquoi je pense être invitée à cette table ronde. Je ne savais pas que tu allais faire un happening. Hein. C'était une surprise.
Donc, je recommence. Aurélia Marzon, donc enseignante-chercheur en sociologie. Je suis là parce que le féminisme m'intéresse et en fait je suis spécialiste des questions de genre et de ce qu'on appelle dans notre univers professionnel les socialisations de genre et le sport. Et donc j'ai écrit un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Prendre de la hauteur, escalade en salle et fabrique du genre à l'adolescence, où je me suis posé la question du rôle de cette activité sportive dans la construction des identités donc de genre et une éventuelle reproduction, reconduction du sexisme ou au contraire une évolution parmi les pratiquants et les pratiquantes adolescents. Voilà. Et donc ouvrage qui est présent, parce que du coup Aurélia fait pas sa promo, mais qui est présent sur le stand de Guérin. Ouais, tout à fait. Je pense que je l'ai dit en préambule, mais il y a un sujet de décalage entre les perceptions versus les expériences qui sont vécues sur ce sujet de à quel point le machisme est présent dans l'univers de l'escalade. J'aimerais bien qu'on commence par discuter de ce sujet-là. Si on revient un petit peu à la jeunesse, parce que l'ouvrage sur lequel vous avez travaillé, Aurélia, traite vraiment de ce sujet à l'adolescence. Et peut-être pour démarrer, je trouve que c'est un bon préambule de revenir là-dessus. Vous avez été grimpeuse, enfin vous êtes grimpeuse, mais du coup, je crois que vous avez écarté votre activité pendant cette étude-là. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ça? Est-ce que vous avez observé, alors on va pas résumer un livre en 2 minutes, mais est-ce que vous avez observé comme principaux apprentissages dans le cadre de l'étude dans ces clubs FFME? Alors déjà, j'ai arrêté de grimper il y a quelques années de ça, et ça m'a permis en fait d'avoir un point de vue beaucoup plus critique, beaucoup plus distancié que lorsque j'étais moi-même grimpeuse, où j'avais quelque chose de l'ordre de mon identité à défendre certainement. Mais par contre, ça m'a aidé aussi à rentrer dans les clubs, à interviewer. Donc moi, je suis sociologue, donc ce qui m'intéresse, c'est avant toute chose d'aller rencontrer les gens, d'aller faire ce qu'on appelle de l'observation dans les clubs, de discuter avec les enseignants, les moniteurs, les monitrices, les pratiquants, les pratiquantes, et de recueillir leurs paroles et vraiment d'avoir leur point de vue. Et on a des outils en sociologie qui sont formidables pour faire ça. Et en fait, j'ai quand même vu des choses qui me laissent penser que le féminisme, c'est une nécessité en escalade, notamment parce que chez les adolescents, en fait, c'est là que commencent certaines formes d'appropriation. Moi, ce que j'ai vu dans les clubs, c'est que, par exemple, les jeunes garçons vont s'approprier certains endroits de la salle, comme le dévers. Ils vont s'approprier certaines fonctions, comme celle d'ouvreur. Donc, ce qu'on peut voir, ce dont se plaignent certaines fédérations, et notamment la Fédération française de la montagne et de l'escalade qui organise les compétitions avec cette idée qu'il n'y a pas d'ouvreuse dans les compétitions nationales et internationales, c'est quelque chose qui commence en fait dès l'adolescence, où on voit une appropriation de certaines activités par les adolescents. Et si je peux continuer, encore une chose que révèle mon enquête, c'est qu'en allant observer des séances, je me suis rendu compte qu'il y avait des injonctions fortes encore sur le corps des grimpeuses. C'est-à-dire que le corps féminin reste l'objet de scrutation, d'observation, de remarques. Et ça, c'est un problème. Une fille qui a un dos trop musclé, elle va être considérée et appelée comme un tank. Et c'est tout à fait désagréable. Et ça va limiter en fait l'implication corporelle des filles, l'implication dans l'entraînement. Elles vont limiter les exercices qui vont développer leur musculature. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça va aussi limiter leur performance. Donc, des éléments comme ça de l'entraînement me paraissent être essentiels pour comprendre ce qui va se passer ensuite. Et ce qui se passe, c'est quoi? Il y a beaucoup moins de grimpeuses professionnelles, donc grimpeuses de haut niveau et grimpeuses professionnelles, que de grimpeurs professionnels. Je continuerai peut-être, je vais laisser la parole. Non, ouais, carrément, mais je pense que ce qui pourrait être intéressant, Sophie, est-ce que toi, tu pourrais compléter aussi? Parce que, on a retenu une action qui était forte au Master of Fire, où du coup, toi, avec d'autres personnes, il y avait... se sont mises à d'autres femmes et hommes d'ailleurs qui se sont mis à grimper torse nu avec marqué "Ceci est un torse" dans votre dos. Je pense que dans le sujet de la relation au corps qui était abordé par Aurélia, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus? Oui, tout à fait. Moi, tout ce que dit Aurélia, ça me parle et je trouve que ça me... Alors, moi, j'ai pas fait d'études de sociologie, mais en tout cas,
ça parle avec tout ce que je fais et tout ce que je pense et tout ce que je partage aux autres grimpeurs et grimpeuses dans le milieu de l'escalade. Et le rapport au corps à Ceci est un torse, effectivement, c'était effectivement une critique. Comment dire ? Ceci est un torse, c'était pour montrer en fait le double standard qu'il y avait entre le corps des hommes cis et le corps des personnes sexisées. C'est-à-dire que le corps des personnes sexisées, il sera toujours super sexualisé. C'est-à-dire que si une femme ou si une personne qui a une poitrine, en tout cas, se met torse nu, il y a des chances qu'elle se fasse agresser, il y a des chances qu'elle se fasse insulter, il y a des chances qu'elle se fasse sexualiser, etc. Alors qu'un homme a tout à fait le droit de se mettre torse nu sans souci. Même dans les salles où c'est a priori interdit, on observe quand même qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui se mettent torse nu malgré l'interdiction. Et ça pose aucun souci. Et j'avais vraiment envie de mettre ça en lumière, pas plutôt pour dire, écoutez, aussi pour dire, nous aussi, on a le droit de se mettre torse nu, mais c'était surtout pour questionner, tiens, mais pour mettre les gens face à leurs contradictions, pourquoi il y a une certaine partie de la population qui risque à se mettre torse nu, alors que l'autre va plutôt être... alors, l'autre partie ne risque rien, mais au contraire, elle peut être justement admirée. Oh, waouh, t'as des gros muscles, waouh, c'est incroyable tes muscles. C'est intéressant qu'Aurélia parlait du dos musclé des femmes, c'est que nous, on ne va jamais le mettre en avant, ou en tout cas, si on en parle, on va être critiqué. On peut être critiqué pour ça, et donc c'était vraiment l'idée de Ceci est un torse, effectivement. Et toi, Caroline, du coup, en tant qu'athlète, peut-être pour remettre un peu les choses dans leur contexte, il y a quelques années, il y a une grimpeuse mythique qui s'appelle Lynn Hill, qui demandait au président de la fédération à quel moment, en termes de prix, ce serait égalitaire entre les hommes et les femmes. Et il lui a répondu quand vous grimperez torse nu, d'ailleurs, le président de la Fédération internationale d'escalade, qui est toujours président aujourd'hui de la Fédération d'escalade. Est-ce que ce double standard, alors aujourd'hui les prix sont les mêmes, j'espère, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que ce double standard, tu le vois, et peut-être au-delà du sujet des compétitions, je pense qu'il y a le sujet de la médiatisation, etc. C'est un parcours que toi tu as traversé aussi, cette époque-là et ces changements. Qu'est-ce que tu as pu constater de ça? Bon, après, on peut critiquer, on peut aussi en faire l'éloge. L'escalade est quand même un sport relativement avancé, parce que ça fait bien longtemps que les primes sont égales, parce qu'il y a des femmes qui se sont battues, et il y a d'autres sports, je vais prendre le Free World Tour, c'est encore pas le cas, donc en l'an 2025, ou peut-être juste c'est la première année. Moi, j'ai commencé par une partie où je trouve qu'on est quand même pas si loin de l'égalité, c'est la compétition, parce que on a une catégorie hommes et une catégorie femmes. Il me semble vraiment que de nos jours, c'est perçu de la même façon. Je ne pense pas que le champion olympique et la championne olympique ne soient pas perçus sur le même pied d'égalité. Voilà. Mais dès qu'on passe dans le milieu professionnel, je me suis sentie sortir de ce milieu relativement égalitaire. Relativement. Parmi mes sponsors, de toute façon, il n'y a aucun sponsor où il y a autant de femmes que d'hommes, voilà, parmi les athlètes. Donc, il y a du boulot à faire. Et j'ai démarré grimpeuse, à la limite, c'était pas... Là, on parle que du sexisme à l'intérieur de l'escalade, et je dirais que du féminisme à l'intérieur de l'escalade, et l'objectif de grimpeuse, c'était un petit peu l'inverse, c'était d'utiliser grimpeuse comme tremplin pour travailler le sujet du sexisme et de sortir et d'aller dans la société, parce que évidemment on ne parle pas de sexisme et de féminisme juste pour l'escalade, sinon finalement on s'en foutrait, quoi. L'idée c'est de faire travailler, de faire évoluer la société en entier, quoi. J'espère, via le sport. Et ça, du coup, au travers de vos actions, toutes les trois, est-ce que vous constatez que c'est un sujet qui trouve ses prises? C'est-à-dire est-ce que quand on parle d'escalade, de féminisme dans l'escalade, ou de féminisme tout court au travers de l'escalade, comme tu le fais, Caroline, avec Grimpeuse, est-ce qu'aujourd'hui, ça a de l'écho? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ça intéresse de plus en plus de gens? Est-ce que ça embarque de plus en plus de gens? Je commence à répondre. Franchement, je suis super à l'aise. Sophie, elle est sur les starting blocks là. Non, là, ça va. C'est assez intéressant que tu poses cette question, et ça rejoint aussi ta question initiale où tu demandais, où tu mettais en avant le fait qu'on a l'impression que l'escalade est effectivement un sport qui est plutôt ouvert, qui est plutôt bienveillant, où il y a plutôt une égalité, plutôt comme Caroline disait.
Et du coup, quand on commence à parler de féminisme dans l'escalade, enfin moi je partage beaucoup sur les réseaux sociaux et donc du coup je reçois aussi beaucoup de réponses sur les réseaux sociaux qui peuvent être plus ou moins violentes. Et une des réponses les plus classiques que j'ai, c'est « Oh non, mais t'exagères, t'es une hystérique ». Bon, ça, ça je l'aurai jusqu'à la fin, je pense que t'es une hystérique, mais t'exagères, je trouve l'escalade, vraiment, c'est un sport où tout se passe bien, je vois pas le problème. Il y a certaines fédérations où la parité, enfin, il commence tout doucement à y avoir une parité, notamment chez les adolescents. Maintenant, on se rend compte aussi que plus on grandit, plus la parité se creuse. Il y a de moins en moins de parité. Et ça, c'est aussi une question à relever. Et en fait, déjà, sur cette question de la parité, moi, j'ai envie de répondre, mais en fait, la parité ne suffit pas à ce qu'il n'y ait pas de sexisme. La parité n'est pas une fin en soi. Il peut y avoir des milieux très paritaires, comme le milieu de la famille, par exemple, qui est plutôt un milieu assez paritaire, mais où il y a encore énormément de violence. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant par mes actions, c'est de dire, alors oui, il y a des choses qui vont bien, à première vue, mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a encore énormément de violence, et c'est ça que j'ai envie de dénoncer, et c'est aussi ça, c'est aussi contre ça qu'il faut lutter. Alors, je vais poursuivre. En fait, moi, je trouve que l'escalade, c'est une activité alors, qui est diverse, mais qui est aussi pleine de paradoxes. Et moi, c'est sur ça que j'ai envie d'insister. Je trouve que le fait qu'il y ait une table ronde aujourd'hui sur féminisme en escalade, c'est génial, ça montre des évolutions. Mais en même temps, quand on va un petit peu plus profond et qu'on regarde des chiffres, par exemple, on se rend compte qu'il existe encore des inégalités, ne serait-ce que d'accès à la pratique. Simplement, c'est vrai que les femmes sont plus présentes dans l'escalade en salle, mais en falaise, elles restent moins présentes. On regarde du côté des filles des classes populaires, elles sont particulièrement absentes. Du domaine professionnel, eh bien là, on se rend compte que tout ce qui est travail et emploi, eh bien, c'est fortement masculin. 80% des salariés dans les clubs sont des hommes. Donc ça dit quelque chose de notre milieu. Hein. Peut-être qu'il y a de plus en plus de pratiquantes en salle, mais voilà, les postes à responsabilité, peut-être que ça évolue, mais ça reste quand même majoritairement des hommes. Dans le haut niveau, je ne reviens pas là-dessus, mais donc c'est un sport qui est plein de paradoxes, qui a cette image-là de sport inclusif, et qui l'est dans certains cas. Je sais qu'il y a des fédérations qui font un travail pour être plus inclusif. Mais moi, par exemple, dans certains clubs, j'ai vu l'inclusivité. Voilà, c'était les filles qui étaient monitrices, qui portaient. C'était les filles qui portaient les cours, qui proposaient plein de choses. Et puis, dans d'autres activités, notamment compétitrices, dans d'autres clubs, dans d'autres contextes, là, j'ai vu voilà, une forme de virilité se reproduire. Et puis, des filles qui restaient à la marge dans le club et qui ne prenaient pas leur place parce qu'on ne leur laissait pas leur place, en réalité. Hein, voilà. Donc, et peut-être que je finis, c'est peut-être particulièrement probant à l'adolescence. Je peux peut-être préciser ça. C'est vrai que moi, je n'ai pas travaillé sur les grimpeurs adultes, mais à l'adolescence, parce que c'est aussi un moment où certainement que les adolescents, les garçons, vont utiliser le sport pour construire leur statut. Et peut-être qu'ensuite, en devenant père, en se mariant, etc., enfin, ou pas, en se mettant en couple, en tout cas, il y a une évolution à ce propos-là, il y a plus d'inclusivité. Voilà. Oui. J'avais envie de rebondir un peu sur certaines choses, notamment, c'est plutôt rajouter des choses à ce qu'Aurélia a dit. Il y a une sociologue québécoise, Céline Equet, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas dans son nom, qui a fait une étude sur les dynamiques de genre dans l'escalade, et elle montre par exemple que souvent on rentre dans l'escalade via un mentor, donc souvent du coup l'escalade en extérieur beaucoup plus qu'en salle, et que bien souvent ce mentor est un homme, et que ces relations de mentorat initiées, elles reposent souvent sur le système hétéronormé. Et bon, voilà, si ça c'était un ajout supplémentaire, si ça vous intéresse, elle a fait un super travail, toute une thèse là-dessus, comme Aurélia, finalement. Et autre chose aussi, pour ramener un petit chiffre dans la professionnalisation de l'escalade, dans les ouvreuses nationales en France, il n'y a que 3 ouvreuses sur 38 dans les ouvreuses nationales en France. Donc ça montre quand même que
au niveau de la professionnalisation de l'escalade, on n'est pas encore du tout à une parité en fait. Ouais, clairement. Puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue sur le sujet de l'ouverture, parce que du coup, si effectivement dans les clubs à l'adolescence, les femmes sont moins encouragées, enfin les jeunes femmes sont moins encouragées à aller sur de l'ouverture, du coup nécessairement, parce qu'il y a aussi moins de femmes qui sont ouvreuses sur le marché, et du coup comme il y en a moins, il y a moins d'options où elles sont mises en avant, et donc du coup on se retrouve aujourd'hui des ouvertures en compétition qui sont principalement ouvertes par des hommes, y compris pour des compétitions pour des femmes, quoi. Et Caroline, j'aimerais bien avoir ton point de vue aussi là-dessus, justement sur à quel point, grimpeuse, ça bénéficie aussi d'un écho, en tout cas dans la communauté, qui est important. Est-ce que tu le traduis de par la teneur même des échanges que vous avez dans le cadre de Grimpeuse? Est-ce que tu le traduis dans cet événement qui est dédié aux femmes mais où les hommes sont les bienvenus? Comment est-ce que tu vois, quand je parlais effectivement de cet enjeu est-ce que le sujet trouve ses prises? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça? Ce qui est intéressant, c'est que année après année, on a toujours un petit peu... alors, je pense que les filles sont ravies en fait une fois qu'elles font les événements, mais le plus difficile, c'est de pousser les filles à s'inscrire en fait, parce que t'as pas osé faire la blague au démarrage de cette discussion, mais il y a vraiment cet énorme frein en France encore est-ce qu'on a besoin de féminisme en escalade? Je reviens au démarrage, je suis désolée, mais c'est vraiment la première question, c'est pousser les filles à choisir de faire de l'escalade entre filles. Et en fait, dès qu'elle passe du temps dans cet univers, Sophie, tu es venue sur un événement Grimpeuse d'ailleurs, en tant qu'encadrante, plus ou moins. Et dès qu'elles passent du temps, elles se rendent compte qu'elles ont des choses à y apprendre. Après, ça peut être des grosses évolutions du cerveau ou des micro-détails, quoi. On est plutôt sur du factuel à Grimpeuse, donc ça va être par exemple comment est-ce que on pousse les filles à grimper plus en tête ou à prendre le lead en grande voie. Enfin, d'un point de vue théorique, d'ailleurs on commence à encadrer des stages en grande voie. Mais pour pouvoir faire ce choix-là, il faut s'être posé la question d'abord, mais pourquoi est-ce que je me mets à l'abri derrière mon mari, quoi? Parce que la plupart du temps, les filles, elles se posent pas la question. Ça a toujours été fait comme ça et ça leur va en fait. Elles sont contentes, quoi. Donc voilà. Donc on utilise des rôles, j'ai pas le mot en français, des rôles modèles. Donc beaucoup de des super nanas pour faire évoluer les mentalités. Donc on fait venir des ouvreuses aussi. Enfin, de toute façon, c'est un environnement, c'est pas du tout exclusif. Il y a des garçons, mais de facto, il y a peut-être un garçon pour 10 filles. D'ailleurs, c'est très intéressant pour un homme de se retrouver dans cet environnement-là, parce qu'en escalade, ça n'arrive pratiquement jamais pour un homme de se retrouver en minorité. Et ça arrive très souvent à une femme de se retrouver en minorité. Je pense que ça fait vraiment grandir les hommes de vivre cette expérience. Et ouais, je pense qu'à chaque fois, j'aime bien dire, dans le cerveau des filles, il y a des micro-évolutions, quoi. Ça ne veut pas dire qu'elles vont avoir changé entre le matin et le soir, mais ça lance un démarrage. Une réflexion. Et justement, est-ce que vous pouvez revenir un peu plus toutes les deux sur vos actions, parce que vous traitez du même sujet mais de manière radicalement opposée, enfin pas opposée, différente, le terme n'était pas bon. Caroline a un focus qui est sur l'action terrain avec des initiatives locales et collectives. Sophie, on est dans une dimension qui est nettement plus politique, systémique, institutionnelle. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus justement sur votre démarche et pourquoi c'est cette manière de militer que vous avez décidé de prendre? Alors déjà, je pense que ce que fait Caroline et ce que je fais, c'est complémentaire. C'est-à-dire que déjà, faire des activités en mixité choisie, ou en tout cas presque en mixité choisie pour Grimpeuse, c'est aussi un outil militant en soi. D'ailleurs, moi, je crois très fort à la mixité choisie. Je crois très fort justement au fait de se retrouver ensemble pour pouvoir grimper ensemble. Et d'autres choses, grimper, discuter, se retrouver, etc. Je pense vraiment que c'est un outil hyper important. Donc, comme tu le dis, on n'est pas opposés non plus. Je crois que c'est important de le dire. Moi, je choisis aussi la branche de l'activisme, parce que je me trouve souvent démunie face à ce que je ressens. Alors effectivement, Caroline, elle avait peut-être une position
plus facile dans le milieu de l'escalade, dans le sens où tu es grimpeuse professionnelle hein, d'ailleurs, et donc du coup et tu as toujours beaucoup de contacts, notamment avec la FFME, et du coup pour Caroline c'est peut-être plus facile effectivement d'écrire un mail « Coucou, j'aime pas le sexisme dans l'escalade, à la FFME s'il vous plaît aidez-moi ». Alors que moi si j'envoie un mail de ce type-là à la FFME me dira « T'es qui ? Oui, regarde, on va juste... écoute, regarde, on est près de la parité et tiens, je te renvoie dans les événements grimpeuses de Caro qui sont très chouettes d'ailleurs. Si on me dit ça, je serais déjà contente, c'est vrai. Mais le fait de faire une action et puis ensuite aller interpeller les institutions, ça permet vraiment de donner de la légitimité à ce que tu crois. Et tu viens déjà avec ton petit bagage, tu es là, bon, ok, je crois en ça, j'ai fait une action pour vous prouver que je crois vraiment en ça et que j'ai vraiment envie de défendre ce à quoi je crois. Maintenant, vous avez... maintenant, aidez-moi vraiment et montrez-moi que vous êtes avec moi. Et donc, j'utilise l'action comme un moyen aussi d'interpeller les institutions pour faire un changement ensuite qui est structurel. Et ça fonctionne parce que est-ce que ça fonctionne? Là, par exemple, il y avait Balance ton grimpeur qui consistait du coup à qui était comme Balance ta startup ou Balance ton agence de com qui permettait en fait de dénoncer de manière anonyme de partager de manière anonyme des témoignages. Ça a été quoi? Enfin, sans revenir sur le détail de ça, mais plus sur les répercussions derrière. Est-ce que tu as échangé avec des acteurs institutionnels? Qu'est-ce que ça a pu faire avancer? Alors j'ai effectivement, pour remettre un peu du contexte, Balance ton grimpeur, c'était un appel à témoignages que j'ai lancé en mars dernier, comme tu l'as dit, pour recevoir des témoignages anonymes sur les violences sexistes et sexuelles. J'ai reçu à peu près 70 témoignages en peu de temps. Ça a fait pas mal parler jusqu'à ce que il y a l'équipe qui me contacte pour faire un article sur le sujet. Et suite à cet article de l'équipe, j'ai reçu un mail de la FFME. Donc ce n'est pas moi qui ai envoyé un mail à la FFME, c'est la FFME qui m'a envoyé un mail. Et là, on se rend compte du coup du pouvoir de l'action aussi. Et j'ai effectivement rencontré la FFME. On a eu plusieurs réunions ensemble, on a discuté de ce sujet-là ensemble. Donc alors oui, ça marche, mais en même temps, il y a d'autres institutions qui ne m'ont jamais contactée. Mais je sais qu'en tout cas, ça fait parler. J'entends que ça fait parler et j'espère du coup un changement institutionnel. Mais voilà, pour attraper les institutions, pour les attraper, pour en tout cas les alerter, je crois que le pouvoir de l'action peut être très efficace. Ouais. Et toi, Caroline, tu prends le sujet au sein de la communauté. Ton objectif, c'est de faire échanger les gens sur ces différentes thématiques, mais d'intégrer aussi les hommes à ces discussions, etc. Est-ce que tu peux revenir, parce que tu l'as effleuré rapidement, mais revenir un peu plus dans le détail sur ce que tu fais et ce que tu vois comme bénéfice à ça? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? J'ai démarré grimpeuse, c'était aussi surtout pour mes copines à la base en fait, parce que toutes mes copines arrivaient à la maternité et disparaissaient complètement derrière leur statut de maman. Il n'y avait plus de place et je me rappelle voir une de mes meilleures amies dire à son copain « va grimper, t'en as besoin ». Sous-entendu, moi je peux disparaître, c'est pas grave. Donc évidemment, voilà, ça a démarré comme ça. Et mon mari, James, qui est grimpeur professionnel aussi, je pense que c'est pris une des plus grosses disputes qu'on a jamais eues quand j'ai démarré grimpeuse. Il m'a dit mais pourquoi je démarre pas un événement grimpeur, voilà. Mais bon, ça va, on est toujours mariés 8 ans plus tard. Je pense qu'il a beaucoup évolué en fait sur sa position. Il part d'une famille très traditionnelle avec le rôle du papa qui est fournisseur financier et la maman qui s'occupe des enfants. Et évidemment, il a fallu que je travaille sur le concept du 50-50 dans la parentalité. Il a fallu que je travaille sur le concept du 50-50 sur le côté professionnel. Mais j'ai gagné parce qu'évidemment, c'était une évidence. Parce que je suis têtue surtout. Et puis parce qu'il n'avait pas de contre-argument. Au final, je pense qu'il a énormément évolué. Et je pense que de le voir grandir, enfin, je dis grandir, mais c'est pas, je me mets pas au-dessus. On grandit tous, moi aussi. Ça m'a montré qu'en fait,
c'est génial de faire avancer les femmes, mais en fait, si on fait avancer les femmes, qu'elles, entre guillemets, prennent possession de leur peur, qu'elles prennent le lead en escalade, et qu'en face, les hommes, ils n'ont pas bougé parce qu'ils n'étaient pas aux événements, en fait, ils vont juste divorcer, quoi. Et j'ai pas vraiment envie de faire ça. Et du coup, je me rappelle, on avait discuté ensemble toutes, parce qu'il y a non, il y a que la moitié de l'équipe, mais il y a plein de filles grimpeuses ici. On avait pris la décision de faire les événements de façon inclusive. Et on a eu plusieurs athlètes professionnels masculins et des participants. Et pour l'instant, on a jamais eu un gros lourd, entre guillemets. On a beaucoup de garçons qui on les sent avancer, en fait. Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment il y a un futur sujet, en fait, qui pour l'instant est complètement ignoré. C'est peut-être le pendant du féminisme, j'ai pas le terme, Aurélia, tu l'auras peut-être. C'est comment, en gros, les hommes évoluent pour arriver vers une société 50-50 de façon harmonieuse avec les femmes, quoi. Voilà. Et on essaie de faire ça à Grimpeuse, même si c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est d'abord les filles, mais on essaie de pas oublier les hommes. Voilà. Et tout, pardon, je suis assez nulle en un discours inclusif, mais le cœur y est. Voilà. Pardon. Et Aurélia, toi, est-ce que tu as un regard justement sur ce sujet à quel point ta sensation dans ce que tu as étudié à l'adolescence, dans les clubs, et je pense qu'effectivement, c'est un domaine de recherche qui est spécifique, et donc du coup, forcément, il y a un certain nombre de choses qui vont sortir des radars, mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu constates, que tu as constaté dans le cadre de tes travaux, où on a une sorte de scission nette entre les hommes et les femmes dès l'adolescence, dans le cadre des différents échanges, des prises de décision, etc. En fait, moi, j'ai commencé mon terrain il y a déjà plus de 10 ans. Donc j'allais dans les clubs, je constatais un certain nombre de choses. Et puis, en 2018-19, je suis repartie sur le terrain. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a une partie des grimpeurs qui évolue, notamment des moniteurs qui réfléchissent beaucoup à comment j'ai envie d'organiser mes cours pour les enfants, notamment certains qui deviennent pères et qui se disent, pères de petites filles particulièrement, et qui se posent la question, mais comment j'ai envie d'enseigner l'escalade ? J'ai envie de construire des cours qui reproduisent pas la ségrégation entre les filles et les garçons, parce qu'en fait, ne pas se poser la question et ne pas organiser la mixité, c'est laisser se reproduire des logiques de ségrégation. On le sait très bien, il y a beaucoup de travaux qui le montrent, ça se passe à l'école et ça se repasse en cours d'escalade. Donc moi, j'ai rencontré aussi des moniteurs hommes qui avaient une réflexion aussi en tant que père sur mais comment je peux aller vers plus d'égalité, proposer aux garçons beaucoup d'étirements pour gagner en souplesse et progresser en compétition, et proposer des exercices de force pour les filles de manière aussi à ce qu'elles ne restent pas dans une escalade technique qui privilégie une technique du corps qui est très sexuée. Vraiment essayer de faire un effort là-dessus. J'ai rencontré aussi des monitrices qui avaient toute une réflexion pour valoriser, alors là pour le coup, la coopération entre les genres et entre intragenres aussi. Donc il y a des évolutions, mais c'est vrai qu'on peut aussi trouver encore des cours où il n'y a pas de réflexion autour de la mixité, comme si dans les clubs, la mixité allait de soi. Or, on sait très bien que la mixité ne va pas de soi, surtout pas à cet âge. Voilà. Donc ça, c'est un peu un état de fait que je peux faire, et j'aurais envie de dire aux enseignants, aux gens qui sont dans les clubs, de proposer des contenus, de pousser les filles et les garçons de la même manière, en fait, d'avoir vraiment des attentes à leur égard similaires et de ne pas différencier les choses en fonction du genre. Ça me paraît important. J'ai juste envie de rebondir sur ce que tu dis. Moi, l'idée, en fait, c'est de pousser les gens à chaque fois se poser la question, c'était fait comme ça avant, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce qu'il faut que ça évolue ? Et en fait, le plus difficile, c'est de mettre le doigt sur les choses qui, en fait, qu'on prenait comme normales et qui, finalement, ne sont pas si normales. Voilà. Et une fois qu'on a identifié ces choses-là, on peut les faire évoluer. Je trouve que le démarrage, c'est le plus difficile. Ah, si, je suis d'accord. Je vois le temps avancer en même temps, je suis désolé, je check, mais je pense, est-ce qu'on pourrait, de manière très concrète, donc vous avez toutes les trois manières de vous engager, je ne sais pas si vous mettez toutes les trois derrière le terme militant, mais
peu importe, en tout cas, vous vous engagez sur ce sujet de manière très différente. Est-ce que vous avez des conseils un peu, enfin non pas un peu, très pratiques pour chacun présent ici aujourd'hui pour pouvoir s'engager aussi à leur mesure, à leur échelle, au quotidien sur ces sujets-là, qu'ils soient hommes ou femmes? Alors oui, j'ai des petits conseils. Un des premiers conseils que j'aime donner, moi, c'est d'écouter les personnes concernées. Si vous savez pas si vous vous demandez concrètement pourquoi on a besoin du féminisme, allez demander aux personnes concernées. Attention, c'est pas elle non plus qui doit vous éduquer sur toute la ligne, mais si elle vous parle, en tout cas, écoutez-les. Et si elle vous conseille des ressources et des sources à ce sujet, allez vous-même aller voir ces sources et ces ressources. Évidemment, on ne doit pas non plus donner la bectée. Pardon. On ne doit pas non plus éduquer complètement toute la terre entière sur le sujet. On peut en parler, on peut en discuter, mais en tout cas, écouter les personnes concernées, moi je crois que c'est un premier step important. Et le deuxième step important, c'est c'est de se positionner au sein de la société. Se demander où est-ce qu'on se place. Par exemple, si tu es un homme tu peux te dire, moi je suis, si je prends le cas de Pierre, moi je suis un homme cis hétéro blanc, et donc du coup, j'aurai plus de privilèges qu'une femme racisée transgenre, par exemple. Et déjà se dire tiens, moi j'ai plus de privilèges que cette personne, c'est déjà premièrement ça permet déjà premièrement de faire bousculer ses propres privilèges, et en tout cas de regarder la réalité en face, parce que le monde n'est pas binaire, il n'y a pas d'un côté les grands méchants et d'un côté les grands gentils. On est tous et toutes responsables des violences sexistes dans la société. Et ensuite, ça va permettre de remettre en question un peu ces privilèges, de se dire qu'est-ce que moi je peux faire déjà, qu'est-ce que je peux faire avec mes privilèges pour aider les personnes qui ont moins de privilèges que moi, ça c'est une première chose. Et puis ensuite se dire, tiens, se poser la question typiquement du torse nu en escalade. Moi j'ai le privilège de pouvoir me mettre torse nu. Ça peut être un comportement oppressant. Eh bien tiens, est-ce qu'aujourd'hui je déciderais de garder mon t-shirt pour pouvoir laisser un peu plus de privilèges aux personnes qui n'ont pas ce privilège. Enfin, en fait, laisser tomber ce privilège-là justement pour être moins oppressant et laisser créer un espace un peu plus safe et bienveillant en escalade. Ok. C'est une question que j'ai adressée à vous trois. Hein. Je pense que c'est important. En plus, comme vous avez un regard qui est différent sur ce sujet-là, je pense que qui est complémentaire. Vraiment, je me plante sur les mots 9 fois sur 10. Là. Qui est complémentaire, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir justement chacun le conseil clé que vous donneriez. Je pense que vous avez tous compris, vous êtes plus dans le penser, je suis plus dans le faire. Enfin, je ne le prenez surtout pas comme une critique, c'est plutôt que je ne suis pas très bien dans le penser, mais du coup, forcément, mon conseil, ça va être de le faire, en fait. Je pense que c'est chouette de mettre en place des situations où il y a la possibilité de grimper au minimum en majorité féminine et voire juste entre filles de temps à autre. Et en fait, de le vivre. Et il y a des choses... moi, ça fait... Coralie, ça fait combien d'années qu'on fait grimpeuse ? Ça fait 8 ans. Ouais, 7 ou 8 ans, et j'ai pas encore les mots sur toutes les émotions qui se passent dans ces journées, mais ces journées-là, elles sont différentes. Voilà. Donc, voilà, mettre en place des situations. Et puis, du coup, je vais mettre un petit coup de com', puisqu'on a développé les sessions à Paris. Du coup, on a quelques petits flyers. Donc, si vous êtes parisien, maintenant, c'est 1 fois par mois. Voilà. 2 fois par mois, pardon. Autant pour moi. J'ai pas envie de redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a effectivement des manières d'organiser les cours d'escalade, les sessions d'escalade si on est en autonomie, et en proposant des exercices qui prennent en compte cette question du genre, et ne pas faire comme si elle n'existait pas, et surtout ne pas faire... Alors, je veux pas proposer un discours moralisateur, mais le simple fait de se dire la question est réglée en escalade est le meilleur moyen de faire en sorte que se reproduisent des inégalités de genre, une hétéronormativité. Bon, j'en ai pas beaucoup parlé, heureusement que tu en as parlé, mais une hétéronormativité qui s'exprime par le biais du corps, mais aussi d'autres façons. On attend des filles un certain rôle, on attend aussi des garçons un autre rôle. Enfin voilà, c'est tout ça qu'il faut faire évoluer. Mais il faut se poser la question, pas faire comme si non, mais en escalade tout est résolu, on n'a aucun problème.
Voilà, je pense que tu as commencé la communication, enfin, cette session en montrant que si, il y avait encore des problèmes et lourds. Merci beaucoup. J'essaye de tenir mes promesses. Il nous reste 15 minutes, donc ça va être le moment où je vais vous proposer de poser vos questions. Il y a des mains levées. Ce que je vous propose, si ça vous va, du coup, pas celui-ci, je pense. Ouais, en termes de... Du coup, pour être à peu près cohérent, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un homme, une femme, un homme, une femme. Bonjour, merci d'abord pour tout ce que vous avez raconté, c'était très intéressant. J'ai la question, je ne sais pas pour qui ça va être, celle que vous voulez. Il y a de plus en plus d'endroits féministes qui sont vraiment réservés aux femmes, des clubs féministes, des magasins féministes. Là, on parle avec Grimpeuse de salles d'escalade féministes, dans lequel il n'y a que les femmes. Et du coup, la question qui vient avec ça, c'est est-ce que réserver des endroits qu'aux femmes, c'est faire une faveur aux féministes parce que comme ça, on est dans un endroit safe, tranquille, on sait qu'on n'aura pas de problème, ou au contraire, c'est plutôt aller contre le problème du sexisme, parce que du coup, même si on cherche à se préserver juste nous entre femmes, dans tout ça, on ne traite pas les problèmes, les différences, on ne cherche pas à résoudre les problèmes qui existent, et on cherche juste à se protéger, mais pas à résoudre les problèmes. Donc est-ce que c'est vraiment une solution de rester juste entre femmes ? Je pense que tu as... dis-tu à tout le monde, pardon. Je pense que tu as complètement raison. Enfin, il y a des femmes qui vont avoir besoin de ça. En fonction de leur parcours de vie, il n'y a plus vraiment le choix. Si elles veulent pouvoir grimper sans être vraiment mal à l'aise, elles ont vraiment besoin de ce cocon. Mais pour la majorité des femmes, je pense que ça peut être un moment. Et puis après, la plupart de... Enfin, grimper une fois par mois, j'espère que vous avez envie de grimper plus qu'une fois par mois. Donc, l'idée, c'est que ça arrive de temps à autre pour se poser des questions et réfléchir à « Ah ben tiens, je pourrais peut-être mettre en place ça sur mes séances en mixité avec mes potes. » Enfin voilà, en tout cas, nous, on l'a pensé comme ça. Moi, j'aimerais répondre. En fait, je pense que la non-mixité choisie, c'est un outil d'empowerment. En fait, c'est vraiment un outil pour découvrir sa puissance physique. Pour les femmes, qu'on renvoie toujours à une faiblesse corporelle. Or, les femmes ont aussi de la puissance et elles peuvent le développer. Et l'escalade le montre bien. Elles n'ont pas seulement de la technique et de la souplesse, elles ont aussi de la puissance. Donc, grimper en non-mixité choisie, je trouve que c'est une réponse à ça. C'est faire découvrir cette puissance-là. C'est permettre de développer des ressorts stratégiques aussi ensemble, entre femmes. Et c'est un outil en fait d'empuissancement. Excusez-moi le néologisme, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Caroline. En fait, on peut en avoir besoin à un moment donné et puis après passer à autre chose. Et puis utiliser des outils, c'est aussi peut-être une boîte à outils pour ensuite proposer des contenus dans ces réseaux de grimpeurs, parce que parfois on a des réseaux assez divers. En tout cas, voilà, je ne sais pas à vous, mais ça arrive quand même quand on grimpe plusieurs fois par semaine, notamment. Voilà. Je rajoute juste une petite chose. Je crois que Aurélien en a parlé comme ça, et même Caroline en a parlé en ce terme-là. Ce qui est important de retenir, c'est que l'escalade en mixité choisie, c'est un outil. Donc ça va aider à faire quelque chose de mieux. Ça peut être temporaire ou permanent. Et effectivement, Caroline a raison. En fait, on grimpe de temps en temps en mixité choisie, mais on grimpe pas du tout à chaque fois en mixité choisie, parce que la mixité paritaire entre les genres, en tout cas, c'est celle qui est la plus... comment dire ? C'est celle qui existe le plus, pour le moment. Et autre chose aussi, tout à l'heure, tu as parlé du fait que les ados... qu'on se rendait compte que le dévers... c'était les garçons qui s'appropriaient certaines zones de la salle escalade. Tu as parlé du dévers, je rajouterai la salle de muscu en plus. Et ces sessions en mixité choisie, elles permettent aussi de se réapproprier ces espaces en toute sécurité en mixité choisie, pour qu'ensuite, dans les séances normales d'escalade, on puisse se sentir à l'aise dans ces espaces où, a priori, c'est pas safe, mais en fait, voilà.
Merci, bonjour. Moi, c'est une question un peu plus pratico-pratique. En gros, quand je suis à l'escalade, alors je ne suis pas un excellent grimpeur, simplement il y a un petit peu le groupe des excellents grimpeurs d'un côté, qui globalement, je vois bien que j'y ai plus accès que les filles dans la salle quand parfois je me tente à quelque chose de plus haut niveau. Et juste comme j'aime bien partager, que c'est comme ça que moi j'ai appris, quand il y a des gens un peu moins bons, que ce soit mes potes, mais que ce soit aussi d'autres gens, parfois je leur donne des conseils, surtout que parfois les débutants, ils n'osent pas aller demander. Et quand c'est d'autres mecs, il n'y a pas de problème. Et quand c'est des filles, parfois, je vois. C'est plus. J'aimerais pas paraître déplacé. En gros, c'est un peu le truc du mansplaining, alors que c'est pas le cas. Et moi, la question que je me pose beaucoup, c'est comment pas paraître en mode le mec qui veut s'incruster, qui veut draguer. C'est pas le cas. Pour ajouter la chose, j'ai aussi observé un changement des gens parce que je suis un mec trans. Donc, je vois les deux aspects. Et ça a réellement changé. Donc, le sexisme en escalade, ça existe de ouf. Et pour autant, je suis pas plus doux que les autres mecs. Enfin, pour ne pas avoir l'air super, enfin je sais pas comment dire, supérieur. Et du coup, comment on pratique, on peut essayer de faire pour aller, par exemple, inclure les filles dans le groupe parce que parfois il y en a aussi qui sont douées. En fait, j'ai envie de leur demander un conseil, mais est-ce que vous auriez des conseils pratiques de quoi pas dire, quoi pas faire pour pas en fait avoir l'air d'être genre je suis en train de draguer ou je veux t'apprendre un truc que tu sais pas faire ou machin. Je crois que ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est la notion de consentement. Juste communiquer, demander avant. Sur la question du mansplaining, par exemple, dont tu parles, oui, peut-être que tu as envie de conseiller la personne qui grimpe devant toi, mais que ce soit... tu as envie de conseiller la personne devant toi, mais avant de conseiller la personne, tu dois demander avant. Est-ce que tu veux un conseil pour ce bloc-là ? Pareil pour parer quelqu'un. Est-ce que tu veux que je te pare ou est-ce que tu te sens en sécurité sur ça ou alors, si la parade, elle est inévitable, là, je vais te parer, je risque de toucher des parties de ton corps où tu seras mal à l'aise parce que je touche ces parties de corps. Est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui te pare ? Vraiment, toujours poser des questions, se parler un peu plus. En fait, juste parler un peu plus et mettre un peu, si tu grimpes régulièrement, souvent avec les mêmes partenaires de grimpe, faire des petits contrats avec ces partenaires de grimpe. Comme ça paraît un peu complètement ridicule, mais juste dire, écoute, moi j'aime bien quand tu m'encourages très très fort quand je grimpe. Peut-être que l'autre personne, elle déteste qu'on l'encourage. Et c'est important de demander à ses amis, demander à ses partenaires de grimpe, qu'est-ce que toi t'aimes, qu'est-ce que toi tu veux. C'est un contrat qui peut évidemment évoluer. Donc, faites des petits rendez-vous de temps en temps pour discuter de ce contrat, pour un peu le modifier s'il faut. Mais je crois que c'est ça, c'est la communication. Elle est importante. Et qui n'est pas qu'un sujet de genre, hein, parce qu'en réalité, en entreprise, on apprend aussi aux gens avant de faire un feedback. Alors, est-ce que tu es OK pour recevoir le feedback là ? Est-ce que c'est le bon moment ? C'est un sujet de communication tout court, quoi. Et c'est vrai que comme en termes de communication aujourd'hui tout va très vite, etc., en dehors de demander l'autorisation, en fait on a aussi cassé un certain nombre de codes dans la manière normale de communiquer et qui peut, à mon avis, être accentué effectivement entre deux genres dès lors qu'en fait il y a un facteur de tension supplémentaire qui peut être une inquiétude d'être mal, que ce soit mal interprété ou en face de ne pas accepter le feedback parce que dans d'autres cas de figure ça s'est mal passé, etc. Merci. D'autres questions ? Allez, juste... Ah ouais, il n'y a pas de quota. Hein. Il n'y a pas de quota. Bonjour, moi je viens de Marseille. Je fais partie d'un groupe de femmes grimpeuses, avec une prof. On a un cours une fois par mois. Et le féminisme n'a jamais été posé comme mot, comme sujet. C'est juste un endroit où on a remarqué que... je travaille dans le bâtiment aussi. En fait, je fais le parallèle. Il y a quand même, pour répondre à ce que tu disais aussi, c'est pas forcément de donner des conseils parce qu'on est un homme, mais c'est que en tant que femme, j'ai l'impression, moi, quand j'arrive sur un chantier, les mecs avec qui je travaille, parce qu'il n'y a que des mecs, ont tendance à penser que je ne sais pas a priori. Et donc, vont m'expliquer ce que je dois faire avant même de me connaître. Et sur le milieu de l'escalade, c'est un peu pareil, je trouve, des fois. Les mecs ont tendance à nous, même si on ne sait pas et qu'on peut prendre des conseils bienvenus, ont tendance à tout de suite nous donner des petits tips pour bien grimper cette voie, etc. Que les filles vont plus être à l'écoute et regarder d'abord la personne grimper
avant peut-être de donner un conseil, et même rarement, elles vont dire à un mec « fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça ». Donc il y a ces deux tendances qui sont quand même, je trouve, assez genrées. A priori, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais du coup, ça fait du bien de grimper entre filles pour ça, pour pas avoir ce truc-là et cette pression. Et puis surtout, on est obligé de grimper en tête parce qu'il n'y a pas un mec qui va le faire à notre place. Et un truc de bienveillance et d'écoute. Et après, tous les week-ends, je vais grimper avec un groupe de potes. Il y a beaucoup de mecs. Et ils remarquent bien qu'on évolue assez bien grâce à notre prof, qui est une femme. Et lui-même va chercher des tips chez nous. Et finalement, ça les fait grandir, comme tu disais tout à l'heure, Caroline. Il y a un bel échange et c'est pas. Du coup, je trouve que les deux fonctionnent en fait ensemble. C'est toute une combinaison de petites choses et le militantisme aussi un peu plus. Voilà, c'était juste un témoignage, pas une question, et j'ai fini. Merci. Oui, allô, ça fonctionne bien? Ouais. Alors, moi, je suis propriétaire, directeur de salle d'escalade, donc je voulais faire un petit retour sur ça. Je fais l'exemple de notre contexte. Nous, on a plus ou moins le 80% de filles employées et tout le management, c'est 100% filles et les 3 personnes les plus payées dans l'entreprise sont des filles. Ça, c'est... Quelle est cette salle? C'est des salles en Suisse, mais c'est probablement... C'est probablement l'exception à la règle. C'est évident, j'ai beaucoup d'amis ou de collègues en tant que propriétaire ou directeur de salle d'escalade, je connais l'environnement. Mais ce que je voulais un peu poser l'accent, et peut-être ça va démarrer un peu le débat, mais toutes ces filles qui sont là, c'est parce qu'ils sont là parce qu'ils le méritent. Si elles sont dans des positions applicables dans l'entreprise, c'est parce qu'ils l'ont mérité mieux que un garçon ou que des autres candidats potentiels qui étaient garçons ou n'importe quoi d'autre. Où je veux en arriver, c'est que certaines fois, dans les discours, évidemment c'est pour le débat, hein, après il y a des situations qui sont menées à... Enfin, est-ce que dans tout ce discours, le mérite, c'est une clé principale? Parce que si on fait des exemples, alors là, on est à Paris. Paris, c'est la ville de la mode. Si on fait un exemple avec les mannequins, personne n'a jamais fait des discours sur les mannequins. C'est-à-dire que les mannequins filles sont payés 10, 100 fois plus que les garçons. C'est normal parce qu'ils travaillent plus, ils ramènent plus à leur entreprise et donc ils sont payés beaucoup plus. Mais après, on en revient aussi avec l'ouverture ou avec des autres postes. Est-ce que ces discours sur le mérite sont toujours centraux et importants? Parce que nous, en le voyant dans nos salles, en fait, aussi dans, par exemple, les cours, nous avons vu que juste les monitrices sont parfois beaucoup mieux. Donc, elles travaillent mieux et donc, elles sont valorisées. Alors, je ne sais pas si dans les salles où ils emploient où ils ont un pourcentage complètement défavorisé par rapport aux garçons, est-ce que les garçons étaient effectivement mieux ou pas? Ou est-ce que les ouvreurs garçons sont effectivement mieux ou ils font mieux ce que leur est demandé dans un moment X et dans un moment T ou pas? Alors, la question est générale, c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce discours et comment vous pouvez l'insérer dans toute la démarche? Moi, je ne me débalance pas à dire de quel côté je peux... Enfin, voilà, c'est juste une réflexion. Oui, ça initie vraiment le débat parce que moi, je vais vous dire quelque chose. En fait, la discrimination positive, pour remédier à une situation d'inégalité, elle est nécessaire. Donc, la question du mérite, moi, voilà, c'est pas mon... Peut-être que pour vous, en tant que chef d'entreprise, c'est important d'avoir cette idée-là. Mais quand je prends l'exemple du fait d'être ouvreur, je pense que les garçons prennent la place des filles. Donc, il faut avoir conscience qu'il y a des socialisations. Notre société va éduquer les garçons à avoir un certain quant à soi, les filles également. Et parler au mérite, c'est faire fi de ce qui se passe réellement. Il y a une vraie inégalité dans l'accès à certains postes, dans l'implication dans certaines fonctions. Donc la question du mérite ne se pose pas. Nous, ce qu'on veut, c'est remédier à une inégalité, remédier à une discrimination. Et pour ça, il faut faire de la discrimination positive.
Voilà. Et je pense qu'il y a l'exemple il y a une salle d'escalade qui est basée en Ille-et-Vilaine quand ils se sont lancés, ils voulaient absolument avoir un ouvreur et une ouvreuse parce qu'ils disaient en fait on ne peut pas répondre à un besoin de notre clientèle à partir du moment où on n'est pas représentatif sur les genres. Et ils ont été confrontés au fait qu'ils n'ont pas trouvé de femmes. Du coup, en fait, ils ont pris quelqu'un qui était intéressé par le métier, qui avait envie d'être formé, en disant ok, elle se connaît pas le métier, mais du coup, nous, on a besoin d'avoir une femme, et donc en fait, on va la former. Et aujourd'hui, ils sont reconnus. Il s'agit de ces Eurofren pour organiser des compétitions qui sont ouvertes exclusivement par des femmes pour l'ensemble des genres, etc. En fait, ils ont leur constat de départ, c'est-à-dire en fait c'est un besoin, il faut qu'on réponde à ce besoin, et aujourd'hui ils en ont fait une force et ça leur permet effectivement d'offrir en fait une expérience qui est plus complète à l'ensemble de leurs abonnés. Je vais juste rajouter un tout petit truc, mais sans rentrer dans le débat ni rien. On parle souvent de méritocratie. Moi, je ne crois pas à la méritocratie. Déjà, juste en observant le fait que la plupart des gérants de salles d'escalade, ce sont des gérants. Et même dans une équipe où il y a des femmes, elles ne seront pas gérantes. Il y a très peu de gérantes de salles d'escalade et ça pose déjà beaucoup de questions. Je voudrais rajouter quelque chose. Votre question nous oblige un petit peu à développer, mais c'est très très bien. Si je reprends... Oui, non, mais très bien, comme ça on entre en discussion. En fait, l'ouverture, hein, c'est un marché concurrentiel aussi. Il y a des boîtes d'ouvreurs qui sont nés et qui proposent leurs services aux salles. Voilà, je pense qu'il faut aussi avoir conscience de ça, c'est que c'est un marché concurrentiel dans lequel les ouvreuses n'ont peut-être pas les bons atouts pour l'instant, mais que si on les forme, comme disait Pierre Gaël, elles peuvent faire des choses vraiment très très bien. Là. Moi, je me demandais si on leur ferme réellement des portes ou s'il y a moins de demandes de la part des femmes pour être ouvreuses, parce que c'est un métier qui était peut-être en effet attribué aux hommes au départ. Mais là, est-ce qu'actuellement, il y a vraiment beaucoup de demandes de la part des femmes et face à des portes fermées de leur part, parce que je ne suis pas sûre de ça. Et ça c'est un témoignage aussi, moi je trouve que la tendance à donner des conseils ou des méthodes, je ne trouve pas que ce soit genré, je pense vraiment que c'est individu dépendant, parce que je vois tout autant de femmes qui donnent des conseils et des méthodes aux hommes qui ne l'ont pas forcément demandé, et moi la première, et je m'excuse auprès des hommes à qui je l'ai fait, mais je trouve que c'est individu dépendant et je trouve ça très frustrant d'entendre que c'est genré. Mais c'est parce que, moi je suis sociologue, donc ce qui m'intéresse, c'est les logiques collectives. Voilà. Et peut-être que venant d'autres disciplines, on est moins sensible à ces logiques collectives. Hein. Ça, je peux. Voilà, c'est tout ce que je veux. Alors, peut-être que, comme tu disais, c'est un. Comment tu as dit le terme individu dépendant. Alors, c'est vrai que probablement, il y a ça qui rentre en jeu, mais il y a aussi la manière de donner le conseil. Dans la définition du mansplaining, c'est pas juste un homme qui donne des conseils à une femme qui a potentiellement plus de connaissances que lui. C'est, dans la définition, il y a un terme important, c'est que c'est fait souvent sur un ton paternaliste ou condescendant. Je crois qu'en tant que femme, si on donne un conseil, on va déjà beaucoup plus facilement demander « Ah tiens, est-ce que tu veux un conseil sur cette voie ?» On va être beaucoup plus bienveillant dans nos manières de faire et on ne va pas forcément rajouter cette dimension de condescendance qu'il y a dans le mansplaining. Et donc du coup, c'est aussi dans la manière de donner le conseil qu'il y a une dimension de genre. Voilà. Top. Merci beaucoup à vous pour vos questions. Merci beaucoup à vous trois pour votre présence et vos interventions. Je vous souhaite à tous, à toutes, à tous une excellente continuation de salon.